Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, nous sommes dans la région de Latuc avec le docteur Jean-Marc Ouellette, qui est anesthésiste, mais qui est également musicien, fabricant d'instruments de musique, écrivain, amoureux du plein air, donc un homme complet que je vous invite à découvrir au cours de la prochaine heure. Jean-Marc a travaillé à Saint-Hyacinthe, il a travaillé également à Québec dans quelques hôpitaux de la ville. Il est à Latuc depuis 2018 en semi-retraite. Au cours de l'entrevue, il va donc nous présenter les diverses facettes de sa vie et les raisons de son installation à Latuc depuis 2018. Sans plus tarder, donc, mon entrevue avec Dr Jean-Marc Ouellette. Bonne écoute. Jean-Marc, bon matin. Bonjour Jean-Pierre. Merci de te joindre à moi ce samedi matin après avoir promené tes chiens sur le bord de ton lac à Latuc. Donc, je voulais te parler d'abord parce qu'on s'est connus à l'époque où tu travaillais à Québec, au CHU de Québec, puis tu as quitté pour Latuc en 2018. Et ce qui m'a donné envie de te parler, c'est le lancement de ton 3e livre qui s'appelle « À l'ombre du silence » aux éditions Crescendo. Préalablement, en 2011, tu avais publié ton premier roman, L'homme des jours oubliés, aux éditions de La Grenouillère, avant de publier en 2016 Les griffes de l'invisible aux éditions Triptyque. Écoute, on va revenir sur ton dernier opus, donc À l'ombre du silence, dans quelques instants, mais je dois dire que c'est très différent de ton premier, là. Tu sauras nous expliquer ton cheminement, là. Exact. Donc, tu travailles maintenant à Latuc depuis 2018, puis comme anesthésiste. Puis je me demandais d'abord qu'est-ce qui avait amené ton changement d'orientation de carrière, quand même partir de Québec pour aller terrer dans le bois. Peut-être que ça t'a inspiré ton 3e roman, mais tu sauras me le dire. Peut-être en partie. Écoute, c'est un cheminement, tout ça. Hein. Moi, j'ai travaillé dans un centre universitaire pendant près de 30 ans. J'ai commencé ma carrière à Saint-Hyacinthe, puis après ça, j'étais allé dans des centres universitaires. Et rendu à l'âge que j'étais rendu, je voulais ralentir un petit peu. Mais c'était difficile de ralentir dans notre milieu. J'étais à l'Hôtel-Dieu, c'était difficile. On aurait voulu faire un demi-temps à 2, mais le ministère nous empêchait de le faire. Puis moi, comme je faisais du dépannage à Latuc depuis des années, ça fait peut-être 34 ans. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a 34 ans, j'ai commencé à faire du dépannage à Latuc. Donc, je connaissais très bien le milieu à Latuc. Je connaissais le travail qu'il y avait là. Et quand j'ai vu que c'était pas possible de ralentir dans le milieu où j'étais, moi et ma conjointe, on a décidé, on avait déjà une maison secondaire à Latuc, sur le bord d'un lac. Puis cette maison-là est devenue, ce chalet-là, cette maison secondaire-là est devenue notre maison principale. On demeure là. Puis moi, ça me permet d'avoir une semi-retraite. Je travaille à demi-temps ici à Latuc, permettant de faire toutes les autres activités que je fais. D'accord. Quand tu dis à demi-temps, est-ce que ça veut dire 2 jours par semaine ou c'est une semaine sur 2? Ou... C'est ici on fait des semaines de garde. Ok, on commence le vendredi, on finit le vendredi, et je fais 26 28 semaines de garde par année. On est 2 actuellement. Quand j'ai commencé, j'étais seul, ce qui fait que je faisais la moitié du temps seul et l'autre moitié, c'était des dépanneurs qui venaient. Mais maintenant, on est 2. On se partage pas mal la tâche.
on se laisse quelques semaines de congé ensemble l'été, là, où c'est des dépanneurs qui viennent nous remplacer. OK. Puis, est-ce que ça a été un deuil pour toi, mettons, de quitter la pratique universitaire, là, puis c'est quand même stimulant, C'est l'environnement hospitalier, la lourdeur des cas, l'enseignement aux résidents, c'est Ouais. des choses que tu semblais apprécier L'enseignement aux résidents me manque. Ce contact-là avec les jeunes, puis c'est enrichissant aussi personnellement parce que les résidents t'apportent énormément de choses aussi. Tu as l'impression d'apporter beaucoup de choses aux résidents, mais les résidents t'apportent beaucoup de choses parce que les résidents ont la chance, eux, de travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres façons de faire. Fait que j'ai appris beaucoup. Sincèrement, durant toutes mes 30 ans de carrière, j'ai appris des choses des résidents. Des choses que j'ai modifiées parce que ils apportaient des bonnes idées que j'avais pas pensé, puis que c'était bon. Ça me manque. Les gros cas, je peux pas dire que ça me manque beaucoup. Rendu à l'âge que j'avais, c'était peut-être plus une source de stress que d'autres choses. C'était rendu comme ça. Donc, je pense que j'étais prêt à faire ce chemin-là. Et c'est un chemin que j'avais planifié depuis assez longtemps. Il y a 10-15 ans, je venais faire du dépannage ici. Ma conjointe venait avec moi. Les enfants venaient avec moi. Les enfants aimaient ça. Et on se disait, un jour, comme semi-retraite, ça serait plaisant de s'en venir ici. Puis finalement, c'est ce qu'on a réalisé avec le temps. OK. C'est drôle parce que moi, en début de pratique aussi, je faisais du remplacement à la TUC. Oui, je me souviens. C'est une chose aussi. Je trouvais ça très plaisant également, là. Donc, puis finalement, la vie m'a amené ailleurs, là. Donc, puis dis-moi, la pratique en région comme tu fais là, ce serait quoi les grands enjeux que tu perçois? Par exemple, le maintien des compétences ou le support des spécialistes ou le support des spécialistes est difficile. Le support en général, je pense que ce qui est le plus difficile actuellement, puis un peu comme partout dans la province, là, c'est l'enjeu des ressources humaines, le manque de personnel, le manque d'infirmières, le manque de technologues, le manque de techniciens en laboratoire. C'est le genre de choses qui nous limitent, qui limitent notre développement, ce qui fait qu'on est dépendant beaucoup des grands centres. Puis les grands centres ne sont pas toujours conscients des différences. Les gestionnaires ou la direction n'est pas toujours consciente des différences de gestion entre un gros centre universitaire et un petit centre en région. Les besoins sont pas les mêmes, le contexte n'est pas les mêmes avec les gens en place, ce qui fait que des fois, on ne se sent pas nécessairement toujours compris de la part de la direction. Même si je dis ça, je pense que il y a eu du bon chemin qui a été réalisé, puis de plus en plus les gens réalisent que c'est important d'avoir un centre en région, ce qui fait que actuellement, je dois avouer que c'était pas du problème de ressources humaines. Le travail qu'on a de cogestion avec l'administration se fait quand même assez bien, puis on a une bonne écoute actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas, surtout après la fusion, ça n'a pas toujours été le cas parce que les gens n'étaient pas conscients des différences, mais avec le temps, les gens apprennent à reconnaître ces différences-là, puis il y a des ajustements qui se font. Ce qui fait que c'est quand même agréable de voir ça. Mais c'est clair que quand tu es en région puis que tu n'as pas les ressources de spécialistes proches, si j'arrive à un polytraumatisé avec un trauma crânien, ben on n'a pas ce qu'il faut pour le traiter à la TUC. On se doit de le transférer. Ce qui fait que il y a des conséquences au niveau de la gestion du patient, puis il y a des conséquences au niveau de la gestion du personnel qu'on a besoin, parce que c'est pas des choses qu'on est habitué de faire. Quand un polytrauma arrive en l'enfant Jésus, tout le monde sait ce qu'ils ont à faire, puis il y a tout un algorithme, puis les gens sont transférés le patient est transféré au bon endroit. Ici, ça devient un petit peu plus complexe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on fait le scan? Est-ce qu'on fait pas le scan? On l'envoie, mais si on l'envoie tout de suite, il peut avoir des conséquences si on n'a pas de diagnostic, par exemple une colonne cervicale fracturée ou un hématome en développement ou
Ce qui fait que, bon, on est important parce que on éteint les feux. On permet de stabiliser le patient, mais aussitôt que le patient est stabilisé, ben là, on est obligé de le transférer. Et on est dépendant des autres à ce moment-là pour le soin des patients. Dis-moi, parle-moi donc un peu de la ville de Latuc actuellement. Là, je comprends que l'hôpital doit être quand même un moteur économique important. Il y a l'industrie des pâtes et papiers. C'est le tourisme aussi, j'imagine, chez CEPEJ? Bon, l'hôpital est un bon moteur. Il y a la pâte à papier, c'est le principal moteur. Il y a l'usine de la West Rock, il y a la John Lewis, il y a le Rémabec. Il y a beaucoup d'usines liées avec les pâtes et papiers. Le tourisme, on a beaucoup l'été. Je te dirais que il y a beaucoup de gens qui ont des chalets, des résidences secondaires un peu partout sur le territoire, ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui viennent durant l'été ici. On peut pas dire que c'est des touristes parce que c'est des gens qui sont propriétaires ici, mais qu'il y a quand même un achalandage. Évidemment, durant la période de la pêche, c'est remarquable. Là, tu vois des chaloupes passer sur le chemin, sur la 155, sur la route, on en rencontre régulièrement. Et dans la période de la chasse, ben, c'est la même chose. Là, à ce moment-là, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, Montréal, Québec, qui viennent à la chasse ici, en plus des gens qui sont là. Effectivement, c'est la nature est très utilisée ici, que ce soit pour toute l'industrie forestière, mais aussi pour la chasse et pêche. Puis, et il y a tous les services. Quand tu as tous ces secteurs-là qui sont en place, mais il y a tous les services qu'on a besoin, les magasins, les magasins qu'on a besoin, les épiceries, tout ça, qui fait que l'économie joue là-dedans. Durant la pandémie, comme les gens venaient moins, ben tout le monde a été touché comme tout le monde dans la province puis dans le monde. Tout ça roule. C'est une belle ville. Les gens ne savent peut-être pas, mais Latuc, c'est une des plus grandes villes au monde. On n'est pas si nombreux que ça, mais sur le territoire, on va jusqu'à Wemotaci par an, puis ça fait partie de Latuc, ce qui fait que au niveau superficie, c'est immense comme ville, mais sauf que la population est très, très diluée dans tout ce territoire-là. Tu me parles de Wemotaci, là, comment sont, disons, je pas les relations, mais les ambiances, là, l'ambiance concernant les relations avec les communautés autochtones, là, surtout depuis l'affaire de Joyce Echaquan à Joliette? Moi, je te dirais qu'ici à Latuc, je parle pour ma communauté à moi, mais moi je considère que les relations sont très bonnes ici. Quand il y a eu l'histoire de Joyce Echaquan, il y a eu plusieurs autochtones de la place qui ont écrit sur les réseaux sociaux que eux considéraient qu'il y avait des très bons services à l'hôpital. Puis moi personnellement, ça a évolué beaucoup au fil des années. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, je pense que c'était un peu plus tendu. Les gens des Premières Nations s'isolaient davantage, je pense, dans leur communauté et ils venaient pour les services à Latuc, ça. Mais de plus en plus, il y a comme des liens qui se forgent au niveau économique, au niveau de la main-d'œuvre avec les Autochtones. Et ce qui fait que il y a une compréhension, je pense, qui grandit beaucoup entre la communauté des Blancs, puis il y a une relation de collaboration qui est beaucoup plus grande, ce qui fait qu'il y a des activités communes, il y a des choses qui se font. Moi, personnellement, je pense qu'il y a eu une immense amélioration là, depuis que je viens faire du dépannage ici, depuis que je travaille ici. Puis actuellement, à l'hôpital, il y a des différences, il y a des différences traditionnelles. Les Atikamekw ont des traditions qui veulent respecter, puis qui, à mon avis, qui doivent respecter, parce que moi, en bien des endroits, je pense que c'est leur façon de voir les choses qui sont meilleures que les nôtres. Ce qui fait qu'il y a des différences
mais de plus en plus, je pense qu'il y a une compréhension des deux groupes qui se développent, puis c'est pas ici. Je pense pas que ça soit un enjeu majeur parce que les gens sont habitués de se côtoyer et de plus en plus les gens des Premières Nations sont impliqués dans la ville même de Latuc. Il y en a de plus en plus qui résident dans la ville de Latuc. Puis ils font partie de l'économie. Il y a de plus en plus de gens. Il y a 35 ans, quand j'ai commencé ici, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les commerces qui travaillaient. On voyait pas beaucoup d'Autochtones dans les commerces. Maintenant, de façon régulière, il y en a, ce qui fait que il y a comme une intégration là, de tout ça. Puis il y a des gens de la TUC qui vont à Wabauntachie, puis qui offrent des services là-bas. Mm-hmm. C'est de plus en plus intégré. Mais je pense que ça se passe bien. Évidemment, il y a eu dans le passé, je pense qu'il y a eu des problèmes. C'est probablement pas parfait. Ça serait intéressant de questionner quelqu'un des Premières Nations à ce sujet-là. Mais je pense que ça évolue très bien de ce côté-là. Tu disais qu'à certains égards, leur façon de voir les choses est parfois meilleure que la nôtre. Tu fais référence à quoi, par exemple? Leur lien avec la nature, je pense que c'est... moi, personnellement, j'aime la nature, ce qui fait que leur lien avec la nature, je pense que c'est une bonne chose. De prioriser la nature sur certains aspects économiques, je pense que c'est une bonne chose. Le côté familial aussi. Le côté familial. On a tendance, nous autres, on a nos enfants, c'est nos enfants, puis touchez pas à nos enfants, puis eux, dans leur façon de voir les choses, c'est ils ont plus d'enfants que nous autres, mais c'est la communauté qui en prend en charge. Okay. Fait que ce côté-là est bon. Malheureusement, c'est sûr qu'ils ont des problèmes. Il y a des problèmes de toxicomanie, il y a des problèmes de violence. Je suis pas convaincu qu'il y en a plus que chez nous autres, les Blancs. Là. Je sais pas vraiment s'il y en a plus. Mais il y en a, ça c'est clair. Puis c'est peut-être... Est-ce que c'est... au niveau médiatique, est-ce que c'est plus présenté? Je pourrais dire ça comme ça. Je sais pas. Mais il y a cette façon-là où les grands-parents, les aînés sont très importants dans la communauté. C'est quelque chose qu'on a perdu, nous autres, je considère. Puis ça, pour eux, c'est important. Le fait que ce soit les aînés, que la grand-maman puisse s'occuper des petits-enfants, ça permet aux parents d'avoir peut-être plus d'enfants, des liens différents. Je connais pas tout de leur culture et je peux pas trop m'avancer. Mais il y a quand même des choses à leur contexte que je trouve intéressantes. Puis qu'on devrait apprendre d'eux autres. OK. Dis-moi, tu t'es quand même promené pas mal, tu es né dans le bas du fleuve, tu as travaillé à Saint-Hyacinthe, tu as travaillé dans plusieurs centres hospitaliers à Québec, tu faisais du remplacement à Latuc. Aujourd'hui, à Latuc, est-ce que tu te sens comme un habitant de Latuc ou comme un étranger à Latuc? Je ne suis pas encore un Latucois parfait. Parce qu'il y a les Latucois se connaissent beaucoup. C'est quand même pas gros, la ville de Latuc. Là, c'est quand même 13 000 de population. Les gens se connaissent beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je connais pas. Les gens connaissent des histoires. Tu t'entends parler d'histoires que je connais pas. Donc, tant que je connaîtrai pas toutes ces histoires-là, je considère que je serai pas vraiment un Latucois. Je suis probablement plus Latucois que quelqu'un qui vient faire du dépannage. Je suis plus Latucois là que j'étais à l'époque. Puis les gens sont accueillants. Les gens sont accueillants et tout à fait. Ce qui fait que on se sent très bien ici.
Okay. C'est sûr que j'ai toujours un petit peu le citadin, mais juste pour te donner une idée maintenant, j'ai été 30 ans à Québec, et maintenant, quand je vais à Québec, après 2 jours, j'ai juste hâte de revenir à là-dessus. Tout ce va-et-vient-là, le trafic, le trafic, on a perdu cette habitude-là de vivre dans une cité, alors que notre vie actuellement, c'est sur le bord d'un lac, dans le bois, puis je m'en vais le matin travailler à l'hôpital, je fais 11 kilomètres, puis je vais peut-être rencontrer 3-4 voitures, ce qui fait que c'est pas la même chose. Donc je prends progressivement, je suis un citadin qui devient de plus en plus un Latuquois. Là-dessus quoi? Ouais. Avant, tout à l'heure, après la pause, on va parler de l'écriture, mais avant ça, j'aimerais que tu me parles de ton autre passion, puisque là, on est en visioconférence, puis derrière toi, il y a tout un amoncellement d'instruments de musique. Donc, tu es musicien, mais également, tu fabriques des instruments de musique. Donc, ça, j'ai appris ça récemment, là. Je connaissais beaucoup de choses à ton sujet. Parle-moi un peu de cette passion-là. Je suis bassiste, je joue de la basse électrique pour l'harmonie de la Tuque. Quand je suis arrivé ici, il y a quelqu'un qui a appris que je jouais de la basse électrique, ce qui fait que on m'a demandé de jouer dans l'harmonie de la Tuque. Fait que je suis dans l'harmonie depuis 4 ans. On a été arrêté pendant la pandémie. Là. Et comme ben des bassistes, on aime ça avoir plusieurs basses, ce qui fait que j'en achetais, puis à un moment donné, à force d'acheter des basses, ça finit par coûter des sous. Puis je regardais ça, puis j'aime bricoler. Fait que je me suis dit, ça doit être pas si pire de pouvoir fabriquer ça. Fait que j'ai acheté des kits pour fabriquer des basses électriques. Et j'en ai fabriqué une. Et je faisais le kit avec le kit, on faisait la finition, je faisais l'électronique, les ajustements, j'ai pris des livres, j'ai regardé sur Internet pour voir comment ça se faisait. Et je me suis mis à faire une basse, une deuxième basse. Et progressivement, je me suis mis à aimer ça. Fait que j'ai mis quand même du temps là-dedans. Et maintenant, à part le manche, j'achète le manche préfabriqué parce que c'est plus technique. Il faut que les frettes soient vraiment au bon endroit. Sans ça, la sonorité sera pas la bonne. Mais le corps, avec le bois, je fabrique le corps et je fais tous les orifices qu'il faut pour l'électronique. Et je fais des ajustements, puis je m'amuse avec ça. C'est un beau passe-temps, c'est plaisant, puis je m'amuse à amener mes basses à l'harmonie, puis de jouer de la musique avec mes basses. C'est plaisant d'avoir quelque chose comme ça que tu peux que tu fabriques et que tu utilises par la suite. Et là, j'ai commencé à faire la même chose avec des guitares électriques. Là. J'ai commencé là. J'avais déjà appris à jouer de la guitare à l'époque. Là, j'ai commencé à travailler sur des guitares électriques. Puis, il y a combien d'heures de travail, disons, dans la fabrication d'une guitare électrique? Je les calcule pas. Presque. Okay. Moins que pour un livre. Moins que pour un livre. Mais, je dirais peut-être une centaine d'heures pour une basse électrique, là, à dire tout le long. Ce qui arrive, c'est qu'il y a toute la période de la finition, il y a toute la période où ce qu'il faut que tu fasses ta finition, tu mets une couche, 2 couches, 3 couches, après ça, il faut que tu attends 3-4 jours. Fait que juste un instrument, une basse, ça peut te prendre 2 mois, 3 mois pour la fabriquer avec tout le temps de séchage que tu as besoin. Fait que il y a toutes des étapes particulières pour faire ça. Ce qui fait que non, ça demande du temps, mais c'est bon. Que voulez-vous, c'est ça la semi-retraite. Quand tu es en semi-retraite, ça te permet de faire des choses que tu pourrais pas faire quand tu travailles à temps plein, puis tu fais du 8 à 5 ou 8 à 5,5, 6 heures. Mais j'imagine que si tu fais une erreur, tu recommences. Il n'y a pas place au rattrapage, hein, c'est ça? Donc, tu es perdu, j'imagine? Non, tu recommences. C'est la finition. La finition, si jamais j'en ai les premières, j'en ai recommencé. J'en ai une que j'ai recommencé 3 fois. Tu arrives, tu fais une erreur, tu brises ta finition, tu ressors tout ça comme il faut, tu ramènes ça sur le bois, puis tu recommences. Tu recommences, ok. Donc c'est un exercice. C'est très bon pour l'humidité.
Dis-moi, avant d'aller à la pause, je te pose une question. Es-tu un anesthésiste qui a des loisirs dans le domaine des arts et de la littérature? Ou tu serais plutôt un artiste qui a fait de la médecine en début de carrière? Je pense que je suis un anesthésiste qui a toujours eu des loisirs dans le domaine des arts et de la littérature, puis au niveau du bricolage. Mais de plus en plus, je pense que je me dirige vers l'artiste qui va faire un peu d'anesthésie pour parce que j'aime encore ça, faire ça. J'aime encore mon métier d'anesthésiste. Si j'aimais pas ça, je serais à la retraite déjà complète, mais j'aime encore le fait de pouvoir rencontrer des gens, j'aime rencontrer les patients, papoter avec les patients, faire le travail que je fais. J'aime encore ça. Donc, je pense que progressivement, je deviens plus un artiste qui va faire de l'anesthésie jusqu'au moment où je vais être à la retraite, puis que là, je vais faire juste le travail d'artiste. Dans ce que je vais aimer. C'est quoi cet horizon-là quand tu parles de retraite, dans combien de temps? Je le sais pas. Quand je suis arrivé à la TUC, je parlais de 3 ans. Et là, ça fait 4 ans. Là, ça fait déjà 4. Ça va faire 4 ans au mois de juillet. Puis, comme j'aime ça encore, j'aime le rythme que j'ai. Moitié de temps, je vais à l'hôpital, je travaille, je suis avec des patients, tout ça. Le reste du temps, je suis à la maison avec ma conjointe, les chiens, les poules, puis mon lac, puis mon bois. Ce qui fait que c'est un très bel équilibre, ce qui fait que peut-être que la santé va me le permettre, ou bien qu'à un moment donné, quand j'aimerai plus ça, quand quand j'aurai plus le goût de le faire, je vais prendre ma retraite. Est-ce que ça va prendre 2 ans? Est-ce que ça va prendre 5 ans? Je pense pas que je vais dépasser 70 ans. J'ai 62 ans, que je vais avoir 63 ans. Là. Je pense pas que je vais dépasser 70 ans. Là. Ça me surprendrait. Mais ça pourrait être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. À suivre. C'est bon. On prend une courte pause et on revient avec Dr Jean-Marc Ouellette, qui est médecin anesthésiste au centre hospitalier de Latuc. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Jean-Marc, as-tu une devise, un mantra ou quelque chose que tu dis souvent à laquelle tes amis ou les collègues pourraient t'associer? Je ne le pense pas. Okay. Je ne pense pas d'avoir de mantra. Des fois, quand il y a des choses qui je trouve aberrantes, je vais dire c'est n'importe quoi. Okay. Mais il y a peut-être ça que je verrais, mais sinon, non. Non, j'ai même pas. Je pense pas d'avoir de patois non plus spécial. À part ça, sincèrement, non. Dis-moi le plus beau souvenir de ta carrière anesthésiste, ce serait quoi? Colin, il y en a eu beaucoup des beaux souvenirs. J'ai eu des très bons moments avec mes confrères, mes consoeurs. Dans mes beaux souvenirs, je me souviens qu'à Saint-François-d'Assise, j'avais été le premier. On avait une intervention un peu spéciale en orthopédie avec le chirurgien orthopédiste qui redressait un patient avec une spondylite ankylosante, puis il fallait faire ça sous narcose. Puis il y avait le chirurgien qui était dans le cou, puis qui devait redresser le cou, puis le patient devait être réveillé, puis il fallait faire une narcose, le patient intubé, mais il fallait que le patient réponde pour qu'il puisse bouger les bras. Et j'avais été le premier à faire ça.
Et ça, au niveau professionnel, ça avait été quelque chose qui m'avait terrorisé un petit peu, mais que finalement, ça avait été tellement bien que j'en avais été fier après. Là. Puis les gens me posaient des questions après pour voir comment j'avais fait ça et tout ça. Ça, je pourrais dire que c'est un beau moment là, au niveau professionnel. Mais j'ai eu plusieurs beaux moments avec mes consoeurs, confrères de travail. Puis avec le personnel aussi. J'ai eu des très beaux moments qui fait que je pourrais pas difficilement identifier de situation particulière. Quand j'ai été chef à distance à Shawinigan, parce que de 2001 à 2004, j'ai été chef à distance à Shawinigan parce que l'hôpital avait perdu ses 5 anesthésistes pour différentes raisons. Et à ce moment-là, l'association m'avait demandé pour voir si j'accepterais d'être chef là-bas puis d'essayer de remonter le département. Et pendant 4 ans, j'ai été chef là-bas, on a essayé de redresser des choses, il y avait des problèmes, on a redressé les choses, j'ai rééquipé le département, le bloc opératoire pour que ce soit convenant. Puis en 2004, il y a 3 anesthésistes 3 recrues de Sherbrooke qui sont venus s'installer à Shawinigan. Et ils sont encore là. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui me rend fier parce que c'est une fierté parce que j'ai l'impression d'avoir contribué de façon particulière à ce milieu-là. Fait que c'est peut-être des choses là dont spontanément je me souviens plus facilement. Là. Je vais revenir juste sur l'épisode du patient avec la spondylite là, pour notre auditoire qui est non médecin. Là, tu parlais de spondylite, donc un patient qui avait une déformation de la colonne, mais tu parlais également de narcose. Là, donc, c'est quoi finalement? Juste rentrer un peu plus dans les détails de ce que cette intervention-là pouvait impliquer. Oui. Le problème de ce patient-là, c'est qu'avec une spondylite ankylosante, il y a une courbe excessive au niveau de la colonne lombaire. En fait, pas la colonne lombaire, mais de toute la colonne. Ce qui fait que le patient, il avait le cou tellement fléchi qu'il ne pouvait pas regarder devant lui. Il avait le menton appuyé sur le thorax, puis il ne pouvait que voir le plancher. Fait que le but de l'intervention, c'était d'ouvrir la colonne, OK, de couper la colonne, OK, et de la redresser. Mais faut se souvenir que au niveau de la colonne, il y a la moelle épinière qui donne toute l'innervation au niveau des bras puis des jambes. Ce qui fait qu'en redressant la colonne cervicale, le cou, à ce moment-là, il pouvait avoir une compression au niveau de la moelle épinière, puis le patient pouvait rester paralysé par après. Fait que le but, c'était de faire l'intervention, de faire tranquillement. Ça durait toute une grosse journée, cette intervention-là. Et moi, mon rôle, c'était de maintenir le patient, d'assurer les voies respiratoires du patient. Fait que le patient était intubé, mais il fallait que le patient soit éveillé. Fait que pendant toute la journée. Pour que, au fur et à mesure que l'intervention avançait, qu'on lui demandait bouger les bras, bouger les jambes, puis quand tout était beau, on continuait l'intervention de cette façon-là. Donc, on devait le garder un peu réveillé, donc on devait lui donner un peu de médicaments pour qu'il soit confortable, qu'il tolère le tube dans sa gorge, mais en même temps, qu'il puisse répondre lorsqu'on lui demandait des ordres simples, là, de bouger les mains ou de bouger les jambes. Ce qui fait que c'était, au niveau anesthésie, c'était vraiment un gros challenge. Tout ça, j'imagine, en étant couché sur le ventre ou... Il était assis. Le patient était assis. Ouais, le patient était assis. Ce qui fait qu'il avait les bras appuyés sur une chaise, on l'avait mis confortable, puis le patient, il avait la tête penchée par en avant au début, et il fallait que on le surveille, puis là, on donnait un peu de médication pour qu'il soit confortable, mais en même temps, pas trop, pour qu'il puisse répondre. Ça prend aussi un patient collaborateur. Ouais, c'est ça. Exact. Qui comprenait les risques. Tout à fait. Quand quelqu'un accepte d'avoir ce genre d'intervention-là, c'est que sa vie, sa qualité de vie était épouvantable. Il y avait tellement la courbure importante de sa colonne, de son cou, que la seule chose qu'il pouvait voir, c'était ses pieds. Là. Quand il marchait, là, il ne pouvait pas voir en avant. C'est incroyable.
Ouais. Dis-moi, Jean-Marc, avec toute ton expérience de médecin, là, quelle est la définition de la santé selon toi? La santé a deux aspects, à mon avis. Il y a la santé mentale, puis la santé physique. Puis je pense que la santé d'un individu, ce qui va faire que quelqu'un va se sentir bien, c'est vraiment quand les deux sont en harmonie. Souvent, la santé mentale va te permettre de te mettre en santé côté physique, puis le fait de pouvoir te mettre en santé physique va te permettre d'avoir une meilleure santé mentale. C'est comme un cercle, et un cercle vicieux, puis les deux s'encouragent. S'il y en a un qui marche pas, l'autre va être affecté. Fait que quelqu'un en santé, c'est quelqu'un qui est actif, qui s'entraîne au niveau du corps, mais aussi qui entraîne son esprit. Puis à ce moment-là, quand les deux, son esprit, puis quand les deux sont en équilibre, l'autre est en santé. J'aime bien le concept. Je veux qu'on parle un peu de ton livre, donc ton dernier roman, À l'ombre du silence, qui est paru récemment. Tu étais d'ailleurs au Salon du livre de Québec il y a quelques jours, et tu es également en séance de signature aujourd'hui à la TUC. D'où est venue l'inspiration de ce livre qui est quand même assez sombre par moments? Ça fait plusieurs années que je me suis toujours posé la question pour savoir qu'est-ce qui entraînait quelqu'un à s'isoler dans le bois, à devenir un ermite, à s'isoler du monde qui l'entoure. Et la deuxième question qui dépend de ça aussi, c'est qu'est-ce qui arrive si pour un tel ermite, il y a quelqu'un qui arriverait dans son univers, perturberait son univers, puis qui n'aurait pas le choix de vivre avec cette personne-là. Comment les deux personnes pourraient réagir? Et c'est un peu le thème les deux thèmes de ce roman-là. C'est l'histoire d'une survivante d'un crash d'avion qui arrive chez un ermite qui a un passé trouble un petit peu. Puis au fil du roman, on apprend qu'est-ce qui s'est passé, on apprend un peu le vécu de la survivante, et on apprend aussi le vécu de l'ermite, puis on voit l'évolution, comment les deux réussissent à s'apprivoiser, mais pas de façon difficile. Et en gros, c'est l'histoire de ce roman-là, sans trop donner de détails pour enlever le punch. OK, donc on peut pas parler des détails, OK. Disons, mais effectivement, autant la visiteuse que l'ermite là, sont des gens qui ont beaucoup souffert. Puis comme je disais, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de violence dans ce livre-là. Puis tu sembles un gars quand même assez paisible ou pacifique. Donc, comment conjuguer là, ces deux aspects là, je dirais pas de ta personnalité, mais parce que tu aurais pu faire un livre sur un ermite qui aurait été peut-être moins violent ou. En fait, de dire qu'il y a beaucoup de violence, je dirais peut-être que le mot beaucoup est un petit peu exagéré. Okay. Moi, je pense qu'il y a de la violence dans. Il y a beaucoup de souffrance, en tout cas. Dans le roman, oui, c'est ça. Il y a des moments de violence. Et pour la principale raison, c'est que c'est pour servir l'histoire. OK? Dans cette histoire-là, pour les mêmes raisons que je disais tantôt, si quelqu'un décide d'aller en forêt, ça prend des raisons particulières. Et dans ce cas-ci, il y a une histoire de violence. OK? Et l'autre, donc, pour augmenter la crédibilité de l'histoire, OK, j'ai rajouté un petit peu de violence. Et l'autre aspect, c'est la violence. Comme dans tout problème, il faut les nommer. Puis parfois, il faut même les décrire. Puis ensuite, après ça, là, on peut essayer de corriger puis d'essayer de comprendre que la violence, c'est pas une bonne chose, que ça mène à rien, puis que on peut essayer de solutionner ça. Donc, comme dans tout problème, faut être capable de le nommer. Oui, c'est vrai qu'il y a de la violence, mais cette violence-là sert à l'histoire.
C'est pas et non pas, et n'a jamais été un thème du roman, mais c'est vraiment sert l'histoire pour augmenter la crédibilité du roman. Le point de départ de ton histoire, c'était un peu une trahison, là, ton personnage principal. Puis ensuite, cette trahison-là nourrit un sentiment de vengeance là, extrême. De vengeance. C'est ça, donc... je dirais pas que ça fait l'éloge de la vengeance, général. mais c'est ça. On se demande si le personnage, encore là, on ne veut pas rentrer dans le détail, mais si ton personnage porte un regard critique sur ce qui le motivait, tu sais, sur son désir de vengeance, là, outre le fait qu'il est... Mais l'idée, oui. Mais comme dans la vie, lorsque quelqu'un nous fait quelque chose, je pense que l'idée de vengeance est fort chez tout le monde. Mais rarement, par exemple, que ça aboutit. À un moment donné, la raison prend le dessus, puis cette vengeance-là, tu ne l'appliques pas. Je pense que la vengeance est une émotion humaine qui est humaine, justement, et que comme dans mon roman, sans donner de détails, même si le personnage a eu le goût de vengeance, il a été tourmenté par ce sentiment-là. Ce qui fait que je pense pas que ça fasse l'éloge de la vengeance. Non. Je pense que ça fait ça. Je pense que c'est au contraire, ça démontre que ce sentiment-là de vengeance ne sert pas à grand-chose. Puis sans avoir voulu nécessairement traiter de ce sujet-là comme tel, je pense qu'effectivement, ça fait pas l'éloge de la vengeance, au contraire. Est-ce que le lieu physique où ton ermite réside, est-ce que c'est un lieu qui existe ou qui est le fruit de ton imagination? Évidemment, je demeure sur le bord d'un lac, dans un bois, donc ça ressemble à ça. Je dirais que il y a beaucoup d'aspects qui découlent de différentes expériences de lieux où ce que j'ai visité avec ma famille au cours de ma vie, là, des chalets qu'on a loués, donc il y a des parcelles probablement qui découlent de ce que j'ai vu ailleurs. La grosse roche sur le bord du lac, c'est quelque chose que j'ai vécu lors d'un dépannage, puis que je trouvais ça plaisant de m'asseoir sur cette grosse roche-là. Donc, elle apparaît dans le roman. C'est pas un endroit précis. J'ai l'endroit où ça se passe, c'est en Abitibi. J'ai pas mis de nom, OK? Parce que je suis jamais allé en Abitibi. OK? Donc, c'est pas un endroit précis. Personne va se reconnaître parce que ça n'existe que dans ma tête. OK. Puis, est-ce que toi, tu te verrais vivre en ermite pendant un certain temps? Pourrais-tu imaginer avoir ce style de vie-là, t'isoler dans une cabane pendant quelques mois, juste pour le plaisir ou pour l'expérience? Je serais capable de le vivre. Je te dirais sincèrement que des fois, parfois, quand je côtoie certaines personnes, puis je vois certaines choses qui se passent dans notre société, j'aurais vraiment le goût de le faire. Mais comme je vis avec ma conjointe, puis qu'on est très bien, puis avec mes chiens, je pense, je m'ennuierais tout seul dans un bois, je pense. Puis j'aime trop. Je pourrais certainement être ermite et écrire des romans, des histoires, mais j'ai quand même besoin de rencontrer des gens. J'ai pas ce besoin-là. Il m'est pas arrivé de choses majeures dans ma vie qui va faire que je vais vouloir absolument m'isoler. Je serais capable de le faire pendant une certaine période. Travailles-tu sur un autre roman ou tu es en pause de création?
J'ai toujours quelque chose en cours. Je travaille actuellement sur un. J'en ai un autre sur lequel j'en ai deux en fait. J'en ai un qui est là que j'ai amorcé. Là. J'étais à peu près à la moitié de l'écriture. J'en ai un autre qui, lui, je le termine là. Très bientôt, je suis dans la finition, les révisions, tout ça. Et il pourrait possiblement être publié bientôt. Ça reste à suivre. As-tu une routine pour l'écriture ou une façon de travailler? Pas vraiment. Reproduit là dans... Pas vraiment. Bon, ça dépend beaucoup de mon horaire. Je dirais que j'écris très peu durant l'été, durant les belles périodes. J'écris particulièrement l'automne et le printemps lorsque dans les entre-saisons où on peut pas faire grand-chose dehors. La température ne nous le permet pas, donc on reste plus à l'intérieur. Donc, ça fait une belle activité pour l'intérieur. Quand j'écris, quand je m'installe, je relis toujours le chapitre précédent en premier. Puis, si je suis dans le milieu d'un chapitre, ben je vais lire le début du chapitre qui est en cours pour corriger des choses et pour reprendre le fil de mes pensées là, face à ce que j'ai à écrire. Pour le reste, non, j'ai pas. La plupart du temps, c'est rare que j'écris plus qu'une heure et demie d'affilée. Je vais prendre le temps d'aller me promener un peu et remettre de l'ordre dans mes idées. De temps à autre, quand je suis bloqué dans une idée, je vais sortir, je vais aller faire un peu de sport, je vais mettre mes espadrilles, je vais aller jogger. Puis bien souvent, les idées se débloquent. D'accord. Puis quand tu commences ton histoire, est-ce que tu en connais déjà la fin? Pas souvent. Pas souvent. Je commence, puis le premier en particulier, c'était un peu particulier, là, parce que lui, ça a commencé, mon premier livre, ça a été, j'ai écrit un chapitre un soir, je me suis dit, ça serait le fun de commencer quelque chose. Puis j'ai écrit un premier chapitre, puis c'était, c'est le fun, le lendemain, et j'avais aucune idée où ça allait. Les autres, ben là, j'avais plus d'idées. Je commence, mais comment ça va finir, c'est en cours de route que ça se détermine, au fur et à mesure que ça avance. C'est comme, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'histoire de mon dernier, j'aurais pu mettre quelqu'un qui arrive chez un ermite, là, puis qui se parle, puis j'aurais pu faire ça, mais peut-être que ça aurait été endormant un petit peu. Fait que c'est un peu pour ça que, j'ajoute toujours un petit peu d'action, ce qu'on peut dire un peu de violence, là, dedans, pour, quand je disais que ça rendait service à l'histoire, ben c'est pour ça. Ça permet de mettre un peu d'action puis un peu d'intrigue dans l'histoire pour augmenter l'intérêt. C'est bon. En tout cas, je le recommande fortement. C'est très intéressant. J'ai lu ça la nuit, durant une période d'insomnie. C'était excellent. Dis-moi, Jean-Marc, je conclue toujours ou presque toujours mes entrevues avec une section baguette magique. Donc, dans un premier temps, je te donne une baguette magique et je te laisse changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui. Ce serait quoi? J'aimerais faire apparaître du personnel, des infirmières, puis j'aimerais faire apparaître quelques affaires. Là. Si tu me demandes une affaire actuellement, en 2022, ce serait d'avoir des gens qu'on aurait pu avoir s'il y avait pas eu de mauvaises décisions dans le passé là, pour faire fuir le monde du système de santé. Fait que si tu me demandes une chose, ça serait ça. Il y a une deuxième chose que j'ajouterais, c'est plus d'imputabilité des gestionnaires pour éviter là, qu'il y en ait qui prennent des décisions puis qui finalement ça aboutit qu'on ne sait pas trop qui prend les décisions. Il y a un peu trop de hiérarchie. Puis ce qui fait qu'en augmentant l'imputabilité et en diminuant la hiérarchie dans toute la structure, probablement que ça irait mieux. C'est bon. Puis si je reprends cette baguette magique, puis je te donne l'opportunité de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un verre ou un café, ce serait qui? Nelson Mandela. Okay. J'ai toujours été fasciné par cet homme-là
qui a passé 25 ans en prison, qui a su parler à ses geôliers, apprendre la langue de ses geôliers pour pouvoir communiquer, pouvoir les comprendre aussi, pouvoir comprendre ceux qui l'ont mis en prison, puis qui ont permis aussi de négocier avec les gens qui l'ont mis en prison, puis qui ont permis éventuellement aussi de devenir président de l'Afrique du Sud. Cette résilience-là de quelqu'un, puis cette capacité de pouvoir pardonner malgré tout le tort qui ont été faits, ça m'a toujours fasciné. Puis j'aurais aimé rencontrer cet homme-là vraiment, puis prendre un bon café avec lui, puis lui dire comment il a fait. C'est un excellent choix. Tu n'es pas le premier à faire ce choix-là. As-tu une cause qui tient à cœur, une fondation que tu supportes ou que tu aimerais nous présenter? Pardon. J'ai été dans la fondation du centre hospitalier ici pendant quelques années. À cause de mes nombreuses activités, j'ai décidé de me retirer, de laisser la place à quelqu'un d'autre. L'écologie m'est très chère. D'ailleurs, mon prochain livre, celui qui va possiblement être publié bientôt, est très écologique. Il y a une composante écologique majeure. C'est dans un tout autre ordre d'idée par rapport au livre que je viens de publier. Et finalement, ma mère est décédée à 80 ans. Ça faisait 20 ans qu'elle souffrait de dystonie. Pour ceux qui connaîtraient pas ce que c'est la dystonie, c'est un genre de maladie héréditaire neurologique qui fait qui provoque des contractures musculaires. Dans son cas, c'était des contractures au niveau du visage, des yeux, puis ces contractures-là, c'est comme si vous aviez des crampes en permanence. Fait que ça a créé énormément de douleur. Ça se traite avec du Botox. Puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de médecins qui connaissent pas cette maladie-là. Et je suis en train de regarder là, pour justement partir une fondation pour ramasser des fonds pour la recherche pour cette maladie-là. Okay. D'autant plus que comme c'est héréditaire, peut-être comme elle, dans son cas, ça a commencé alors qu'elle avait 65 ans. Okay. Fait que je pourrais être atteint, je le sais pas encore, et mes enfants pourraient être atteints aussi. Fait que j'ai tout intérêt à travailler pour que la recherche fasse qu'on puisse prévenir cette maladie-là s'il y a moyen de la prévenir. Donc, c'est à peu près mes causes. C'est très complet. Un dernier conseil ou une dernière pensée avant de conclure l'entrevue? Je vais donner le même conseil que je donnerais à mes enfants, mes 3 enfants, que je donne à mes 3 enfants, c'est s'ouvrir sur le monde, s'intéresser à tout. Quand tu t'intéresses à tout, tu peux découvrir des choses sur tes goûts à toi, sur ce que tu es comme personne. Des fois, si tu connais pas des choses, tu peux pas savoir qu'elles existent, puis tu sais pas qu'elles existent, tu peux pas savoir si tu vas les aimer. Donc, plus tu vas t'intéresser à beaucoup de choses, puis dans ma vie, j'ai fait à peu près ça. Je me suis intéressé à beaucoup de choses, puis j'ai découvert des choses que j'aimais beaucoup. Puis une fois que tu as trouvé des choses qui t'intéressent particulièrement, c'est d'y croire. D'y croire, puis de persévérer. Si tu as ça à cœur, c'est de persévérer dans ce que... Parce que il y a des gens qui vont te décourager, tu vas même te décourager, mais en persévérant, tu vas peut-être réussir de grandes affaires. Puis au moins, si ça marche pas, ben tu pourras dire que tu as tout fait pour l'avoir. Fait que c'est à peu près les conseils que je donnerais. Merci. Alors, ça conclut mon entrevue de ce matin avec Dr. Jean-Marc Ouellette, qui est médecin anesthésiste au Centre hospitalier de Latuc. Jean-Marc, merci beaucoup. Ça m'a fait un immense plaisir, Jean-Pierre. Merci de m'avoir invité. Puis, je te souhaite, je pense que tu as je disais une séance de signature tout à l'heure. Donc, écoute, je te souhaite un bon succès. Puis, j'invite les gens à découvrir donc ton nouveau roman. Je répète le titre, À l'ombre du silence, aux éditions Crescendo. Là, ça se trouve facilement. Si vous faites des recherches en ligne, vous allez trouver les bibliothèques ou les librairies où c'est disponible.
Et je remercie donc nos auditeurs. Je vous invite à visiter le site web du balado qui est www.baladosanté.ca ou BALADOSANTE.ca. Je vous invite à vous abonner au site web, à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'envoyer des commentaires via le site web, via la page Facebook. Je vous invite à également me suggérer des invités. Et comme toujours, je fais un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.